Bienvenue pour ce 9e rendez-vous Énergis. Comme chacun de ces rendez-vous, l'objectif étant de vous apporter nos éclairages sur la RE 2020. Aujourd'hui, on va se focaliser sur l'aspect impact carbone et confort d'été, puisque nos précédents webinaires abordaient les sujets essentiellement de conception, de BBio et de CEP. Donc voilà, dans l'idée, c'est de voir ça, puisque depuis le début de l'année, les premiers dossiers déposés en permis de construire vont désormais bientôt s'ouvrir en chantier et le sujet du carbone devient brûlant. Un petit rappel néanmoins avant tout ça, côté planning, puisque depuis le 1er janvier 2022, tous les logements, que ce soit individuels ou collectifs, sont soumis à la RE 2020 pour tous les dépôts de PC, bien entendu. Et au partir du 1er juillet 2022, c'est-à-dire dans un petit mois, les bâtiments tertiaires de bureaux et d'enseignement primaire et secondaire seront également soumis à la RE 2020. Et on parle bien des bâtiments de bureaux uniquement, c'est-à-dire que tous les bâtiments autres avec des activités spécifiques ne seront soumis, eux, à partir que du 1er janvier de l'année prochaine. Donc, cette petite subtilité est non négligeable pour la prise en compte de nos différentes réglementations. Donc, soyez vigilants pour ceux qui ont ces sujets sur la table. Un petit rappel, ça fait toujours du bien. L'Aéro 2020 s'articule sur 3 axes principaux. Le premier, qui est l'aspect énergétique et donc sobriété énergétique des bâtiments. Ça faisait l'objet des sujets précédents dans nos webinaires, à savoir donc le BBio, le CEP et le CEPNR, qui sont les nouveaux indicateurs côté énergie. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour sont le confort d'été pour une partie et le carbone de l'autre, puisque ce sont les deux nouveautés de cette RE 2020, en particulier le carbone, puisque le confort d'été existait déjà dans une moindre mesure. Donc, commençons par le confort d'été ou l'amélioration du confort de vie, puisque c'est un vrai sujet qui est ressorti lié à la RT 2012, où les usagers ou les occupants des logements se plaignent beaucoup de l'inconfort d'été. Ce sujet a donc été repris en compte puisqu'il existait via la température intérieure conventionnelle ou la TIC, mais qui n'était nullement une contrainte dans les calculs de la RT 2012. En revanche, donc dans l'Aéro 2020, on a un nouvel indicateur qui va s'appeler DH pour degrés-heure. Cet indicateur qualifie le confort d'été des logements avec du coup une échelle de valeur, un seuil haut et un seuil bas à respecter. Donc le seuil bas, évidemment, quand on est en dessous, il n'y a pas de sujet. En revanche, le seuil haut, quand on le dépasse, on a donc un logement qui est considéré donc inconfortable et donc non conforme et doit être rendu conforme. Quand on est entre les deux seuils, on va avoir des choses qui s'appliquent, c'est-à-dire qu'en fonction du niveau de confort ressenti dans le logement, on va avoir des forfaits qu'on qualifie de fictifs qui vont s'appliquer sur le calcul, sur le BBio et sur le CEP. Donc, pour avoir le moins d'impact possible, il faut bien entendu que ce DH soit le plus près du seuil bas et donc avoir des bâtiments qui sont confortables l'été. Pour identifier un peu tout ça, puisque les contraintes ne sont pas les mêmes, on va résumer à 2 zones principales, à savoir une zone froide et une zone chaude. La zone froide, vous l'avez identifiée ici, elle est représentée par les 6 zones géographiques de la réglementation. Pourquoi zone froide? Puisque ces zones sont essentiellement dimensionnées par le besoin de chauffage. Donc respecte dans la majorité des cas de manière assez simple l'objectif réglementaire de confort d'été. Le petit tableau que vous avez là, vous voyez l'impact lié au forfait fictif appliqué à la fois sur le BBio et sur le CEP sur les projets qui sont quand même assez faibles. Et donc le sujet du confort d'été n'est pas vraiment un sujet sur ces zones. L'explication est assez simple, c'est-à-dire que le confort d'été se calcule sur un cumul de températures supérieures à certaines valeurs. Et dans la plupart de ces zones, le cumul ne se fait pas suffisamment longtemps pour engendrer des inconforts importants, puisque le seuil bas représente à peu près 7 jours d'inconfort cumulé et le seuil haut 25 jours. Donc c'est quand même assez rare qu'on ait 25 jours cumulés
on va dire, de canicule ou en tout cas de surchauffe dans ces logements et dans ces zones en particulier. En général, il y a quelque chose qui vient casser cette dynamique pour finalement repartir à zéro. Contrairement aux zones chaudes que vous avez ici, que sont les zones H2D et H3, qui est le grand arc méditerranéen, où là, en revanche, le confort d'été, donc qualifié toujours par le DH, a vite des impacts très très forts sur les dimensionnements de performance énergétique et dans de plus en plus de cas identifiés. En tout cas, en termes de zones géographiques, vraiment les zones H2D et H3 sont vraiment des zones qui sont très inconfortables. Et vous pouvez le voir ici, puisqu'on a remis des graphiques correspondant à la fois sur le logement collectif et la maison individuelle. Et vous pouvez voir donc sur les zones froides que l'impact est plutôt maîtrisé, pour ne pas dire qu'il est confortable, en particulier dans la zone Bretagne où là, il y a généralement peu de sujets. En revanche, quand on va sur les zones H2D et H3 qui sont ici, vous voyez qu'il y a même le bâtiment collectif n'est pas conforme en zone H3, ce qui veut dire qu'il faut le concevoir différemment pour le rendre conforme. Et pour ça, on a des options, des possibilités de correction de tout ça. Donc, les solutions, la première, c'est vigilance sur l'orientation. En effet, sur les précédents webinaires, on vous disait d'orienter les bâtiments au mieux, et en particulier pour avoir le maximum d'apport solaire naturel. Forcément, c'est incompatible avec le confort d'été. Donc, sur les zones froides, pas vraiment de sujet. Sur les zones chaudes, attention à ce sujet-là, à peut-être mieux répartir les éléments. Et également, à ne pas trop survitrer vos bâtiments, c'est-à-dire que dès que vous allez dépasser des ratios de surface vitrée très élevés, on risque d'avoir des problèmes de surchauffe liés à ça. Le deuxième élément, c'est de trouver le bon équilibre entre les logements traversants et non traversants, d'autant plus que là aussi, il y a une différence de prise en compte, à savoir que les logements traversants sont plus performants par rapport au confort d'été, puisqu'on a la possibilité de bénéficier de plusieurs faces d'ouverture, plusieurs façades, pardon. Et les logements traversants, bien entendu, sont moins performants en confort d'été. Mais quand je vous dis que c'est compliqué, c'est qu'à l'inverse, en performance énergétique, c'est les logements traversants qui sont les moins performants et les logements non traversants qui sont les plus performants. Donc l'objectif est bien entendu de trouver le bon équilibre entre tout ça, en sachant également que le calcul du confort d'été des logements est différencié entre les logements traversants et non traversants. C'est-à-dire qu'on va avoir deux courbes et un seul logement, en particulier un non traversant généralement non conforme, rend l'ensemble du bâtiment conforme. Ce n'est pas une moyenne. Donc attention à ce sujet-là également. Deuxième point important à retenir, c'est la maîtrise de l'inertie, puisqu'on voit bien que la volonté est d'aller vers des bâtiments, on va dire, avec des structures bois, en tout cas pour la partie carbone construction. Attention du coup à trouver le bon compromis entre les bâtiments tradis qui ont des inerties moyennes, voire à lourdes, où on a des bâtiments à ossature légère, où donc l'inertie légère est très pénalisante sur le confort d'été. Donc peut-être l'option la plus intelligente ou l'intéressante serait de trouver des bâtiments mixtes, à la fois sur de la structure légère et de la structure lourde, pour justement avoir une inertie intéressante, l'inertie ayant un rôle très important dans le confort d'été. Et enfin, parlons des protections qu'on qualifiera de passives. La gestion des volets, et en particulier des volets roulants électriques, c'est un sujet grandement évoqué dans la dernière année passée. On voit ici l'impact que peut avoir la gestion des volets roulants avec une horloge en particulier pour pouvoir se protéger des apports solaires en journée. Même réflexion liée aux brises soleil orientables, puisque là aussi, on a l'avantage de pouvoir se protéger de l'incidence solaire directe, avec le gros avantage d'avoir quand même de l'apport de lumière. Et enfin, le brasseur d'air, qui est un des sujets couramment abordés. Pourquoi pas, en sachant que dans l'idéal, il faut que l'ensemble des pièces du logement soient équipées de brasseurs d'air pour que le gain soit intéressant. Et enfin, d'autres possibilités qu'on qualifiera de architecturales, les débords de toit, les brises-soleil, les casquettes, quoi que vous fassiez, il faut qu'elles soient bien dimensionnées, puisque trop longues, on peut avoir un impact néfaste sur la partie performance énergétique, et trop courte, ça n'a pas d'intérêt par rapport au confort d'été.
Le vitrage à contrôle solaire peut également être une option, et en particulier dans les zones chaudes, justement, pour se protéger de l'incidence directe du soleil. Ah oui, dernier point et non des moindres, puisqu'on a souvent la question, quel est l'impact des pergolas bioclimatiques dans le calcul? Eh bien, pour le moment, aucune, puisqu'elles ne sont pas modélisables en l'état. Donc, une pergola ne permet pas d'apporter du confort sur le logement. Quid de la climatisation mécanique? La phrase que vous voyez ici est importante à retenir, puisque la climatisation ne permet pas de rendre un projet conforme. La climatisation reste un argument de confort de vie réel, mais dans le moteur de calcul, il n'apporte pas de bénéfices et ne rend pas un projet conforme. Ce qui veut dire que, quoi qu'il arrive, il faut que le bâtiment soit conçu pour être confortable l'été à minima dans les seuils définis par la réglementation. De même, le fait de mettre de la climatisation mécanique n'influe pas sur le coefficient Bébio et sur l'impact du Bébio fictif suivant le positionnement du confort d'été. Et concernant les consommations de clim, elles sont généralement supérieures, de manière plus ou moins importante en fonction des zones géographiques, au forfait fictif. Autrement dit, on n'est plus pénalisé sur les consommations quand on est en clim concrète et réelle et simulée qu'avec le forfait fictif. La volonté du ministère n'étant bien entendu pas de standardiser les équipements de climatisation dans les logements, mais bien d'avoir une conception en amont avec des logements qui sont performants et confortables, sans parler du système qui sera dedans, puisque l'objectif n'est pas de transférer les consommations d'hiver qu'on aurait diminuées au profit des consommations d'été pour avoir des logements confortables. Donc voilà pour ce qui est du confort d'été, vraiment, suivant où vous vous positionnez en zone froide ou en zone chaude, on a vraiment une différenciation importante. Donc soyez vigilants par rapport à ça et n'hésitez pas à nous poser des questions pour tout ça. D'ailleurs, en parlant de questions, j'ai oublié de vous en parler, mais sachez que si vous avez des questions, comme à notre habitude, je vous invite à les poser sur le chat et j'y répondrai à la fin de ce webinaire. Autant que possible. Passons à la performance environnementale. Donc, la nouveauté de l'Aéro 2020, dont vous avez forcément entendu parler depuis cette dernière année qui s'est écoulée. C'est intéressant d'en parler aujourd'hui, puisque comme je vous le disais en préambule, les dossiers qui ont été déposés en permis de construire, en particulier de maisons individuelles, en début d'année vont arriver là pour certains, voire certains en sont déjà commencés, certains le sont déjà lancés en chantier. Et donc, ce calcul n'étant pas obligatoire au permis de construire, nous devons le faire plutôt à cette phase-là pour confirmer que le logement ou les bâtiments sont conformes. Donc, c'est pour ça qu'il est intéressant d'en parler dès ce début juin. Rappel global de qu'est-ce que c'est que cette bête-là. Donc, on parle de performance environnementale, on parle de calcul ACV, on parle de bilan carbone. Tout ça, c'est exactement la même chose. ACV voulant dire analyse de cycle de vie. Ce calcul se fait sur un bilan construction et un bilan exploitation, le tout sur les 50 premières années de vie du bâtiment. Comment ça va se faire? Donc, on va avoir pour ça deux indicateurs qui vont être dimensionnants. Le premier qui est IC énergie, donc pour impact carbone énergie, le projet devant respecter un impact carbone énergie maximum défini par la réglementation. Et le deuxième qui est le IC construction, donc pour impact carbone construction, à savoir les produits, les matériaux et les équipements qui seront identifiés dans le projet. Bien entendu, là aussi, le IC construction devra respecter un IC construction max défini par la réglementation. Les seuils de ces impacts carbone seront modulés en fonction de la surface des logements et de la zone géographique. Pour exemple, donc pour ce qui est du IC énergie, donc l'impact carbone de l'énergie et donc des consommations du bâtiment, on a ici le graphique qui résume les objectifs. Donc en gris, vous avez la maison individuelle. Donc l'objectif a été fixé, il est constant, fixé à 160 en seuil pour les 10 prochaines années. Objectif qui est plutôt très contraignant.
et qui impose des évolutions, et en particulier des évolutions sur le système gaz. Et en logement collectif, en 2022, pour le moment, l'objectif est à 560, et dans 3 ans, maintenant 2 ans et demi, l'objectif est grosso modo divisé par 2 pour atteindre 260, donc une vraie nouvelle contrainte sur les logements collectifs à partir de 2025. Donc, juste un petit rappel des systèmes qui fonctionnent en maison individuelle dans un premier temps et en collectif dans un second temps. Donc, les systèmes qui sont les plus répandus en ce début d'année sont la PAC double service. Le poêle à pellets et la PAC RR sont des choses qui fonctionnent en termes d'IC énergie de manière très intéressante. Le système effet Joule, où là aussi, en termes d'impact carbone, on n'a pas de sujet. Les sujets sur ces 3 éléments, poêle à pellets, PAC RR et effet Joule, sont plutôt orientés sur la conception et le mode constructif. Pour ce qui est du gaz, on l'a dit dans nos précédents webinaires, on a 2 possibilités. Soit on est sous la dérogation jusqu'à fin 2023. Et dans ce cas-là, on privilégiera un système mixte, que ce soit couplé avec un chauffe-eau thermo ou avec du solaire ou de l'hybride. L'hybride ayant deux possibilités, à savoir une ancienne génération, on va dire, et une nouvelle génération avec préchauffage d'eau chaude. L'avantage de cette nouvelle solution parue cette année et validée depuis peu, c'est qu'elle est conforme toute zone sur l'impact carbone énergie. Donc ça, si vous souhaitez mettre en place ces éléments, vous avez les informations auprès de vos partenaires. Concernant le logement collectif, du coup, 2 raisonnements à avoir. Le premier pour le 2022, puisque comme je vous l'ai dit, l'objectif 2022, vous le voyez, il est atteint quelle que soit la solution. Donc, il n'y a pas de sujet sur l'impact carbone et l'énergie en logement collectif. Par contre, en 2025, là, il y a une petite évolution, pour ne pas dire révolution, puisque la plupart des solutions seront, pour les solutions électriques ou bois, conformes à l'impact carbone-énergie, mais nécessiteront certainement des évolutions en termes de BBO pour être rendues conformes. Pour ce qui est des solutions gaz, la chaudière gaz Indive seule, telle qu'on la connaît aujourd'hui, va certainement disparaître du marché ou va disparaître du marché, trop pénalisante par rapport à l'impact carbone-énergie. La chaufferie collective gaz, toujours mixée comme en maison individuelle avec une solution renouvelable, devrait être envisageable, mais là aussi en mettant en relief les impacts sur les performances énergétiques. Pour ce qui est de l'impact carbone construction, vous avez là aussi l'évolution des objectifs, puisque le ministère a volontairement choisi de faire une courbe d'apprentissage de cet impact carbone construction, avec des objectifs qui évoluent tous les 3 ans par palier pour atteindre un gain entre 2022 et 2031 de l'ordre de 30 à 40%, que ce soit en maison individuelle ou en collectif. Les objectifs ne sont pas tout à fait les mêmes, mais ils évoluent et nécessiteront des prises en compte différentes au fil des années. Et c'est ce que je vais vous parler maintenant, puisque comment ça se fait ce calcul. Donc, ce qui est très important de retenir, il y a 2 choses. La première, c'est qu'on va vous demander des quantitatifs précis de vos projets, à savoir le type de matériaux matériels, l'unité et la quantité de produits mis en œuvre dans la maison ou dans le bâtiment collectif, puisque ces données seront ensuite cumulées et mises en relief avec des fiches FDES, qui sont des fiches techniques qualifiant la performance environnementale des produits, que ce soit les matériaux ou les matériels, via des fiches FDES ou des fiches PEP. Là aussi, ce qui est très important de retenir, c'est qu'on voit beaucoup de données arriver ces dernières semaines, ces derniers mois. Un produit qui n'est pas référencé sur la base IGNES, qui est la base nationale, et donc certifié, ne peut pas être pris en compte dans l'étude thermique, dans l'étude carbone, pardon. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de produits qui aujourd'hui ont besoin de faire cette démarche, et c'est une des problématiques que l'on observe en ce début d'année. C'est un peu le manque de fiches FDES et de qualification de produit. Pourquoi c'est important de qualifier son produit ?
parce qu'on a 3 possibilités dans la prise en compte. La première, c'est on n'a pas d'informations sur le produit en lui-même. Donc, on utilise une fiche de données techniques qui est qualifiée de défavorable puisqu'elle a été volontairement éditée par le CSTB dans ce sens. Donc, qui va pénaliser notre calcul, forcément. La deuxième possibilité, c'est ce qu'on appelle une fiche moyenne ou une fiche qui a été réalisée via des syndicats ou via un groupement d'industriels. Cette fiche a l'avantage d'être beaucoup plus performante que la fiche par défaut. Donc, ce n'est pas encore l'optimum, mais déjà, quand on est dans cet esprit-là, on est déjà dans des performances qui sont intéressantes, avec l'avantage de ne pas forcément s'enfermer dans une marque précise. Et enfin, quand on veut être vraiment dans l'optimisation la plus forte dans notre calcul, c'est de mettre en œuvre et d'utiliser les produits qui sont qualifiés avec des fiches précises d'un industriel précis. Donc ça, là encore, on a un grade de gain important. Si demain, on a toutes les fiches FDES précises de tous les produits qualifiés dans vos bâtiments, on sera dans des performances très élevées. Comment se matérialise tout ça? Donc ici, je vous propose de regarder deux cas, un cas de maison individuelle et un cas de bâtiment collectif. Le premier cas de maison individuelle, un classique, maison traditionnelle, avec une performance BBO un peu plus importante que le minimum réglementaire. Pourquoi c'est intéressant? C'est que plus performant veut aussi dire plus de matériaux, forcément, sauf si la conception est optimale, et plus de matériaux égale un impact carbone plus important. Côté énergie, on est sur une PAC double service. Donc là, il n'y a pas de sujet. On le voit bien, on a un gain très important via ce système puisque c'est une énergie électrique. Et côté impact carbone construction, là, on est beaucoup plus juste. On est conforme, hein, ce n'est pas un problème. Donc là, c'est un des premiers retours qu'on a, c'est que les projets sont conformes dans la plupart des cas. Hein. On a grosso modo pas de difficulté. Ça peut arriver sur des maisons, plutôt sur des grandes maisons très architecturées avec du coup beaucoup de matériaux et donc un impact carbone qui gonfle à surface égale. Mais dans la plupart des projets, on n'a pas de difficulté majeure. Ça aussi, c'est une volonté du ministère d'avoir fixé des seuils qui sont largement atteignables en 2022 et pour que l'ensemble de la profession se mette en ordre de marche, plutôt d'un point de vue administratif, c'est-à-dire que nous, en tant que bureau d'études, on prenne les bons réflexes dans la prise en compte et que vous, en tant que maître d'ouvrage industriel, vous ayez la facilité de donner l'ensemble des éléments pour ce calcul. Donc, côté impact carbone construction, ici, je vous ai mis le détail lot par lot, puisque l'impact carbone construction est détaillé avec différents lots, 14 au total, avec certains qui sont à 0, puisqu'il n'y en a pas. Ce qui est important de voir dans un premier temps, c'est que les lots forfaitaires sont particulièrement impactants sur le calcul global, puisque ça représente quasiment 20% du calcul, et ces lots forfaitaires sont incompressibles, on ne peut pas travailler dessus. Et les deux lots les plus impactants sur ce projet sont le superstructure maçonnerie et le lot chauffage, ventilation, refroidissement, puisque c'est les deux lots cumulés représentent 40%. Donc, c'est des pistes de gains plus ou moins importants et c'est ce qu'on va regarder ensemble dans la suite. Vous avez ici, par exemple, le lot 8, donc, qui est le plus impactant, vous l'avez vu, puisqu'il représente 150 et quelques, si je ne me trompe pas, donc, ce qui est quand même une part vraiment très importante. Et surtout, cette part est qualifiée en l'occurrence par la pompe à chaleur double service, puisqu'elle représente 84%. Et pourtant, on est sur une fiche de données collective. Les derniers éléments qu'on peut avoir montrent que le gain est de 30 à 50% si on a une donnée industrielle, puisque les données industrielles arrivent. Donc, vous imaginez bien déjà que naturellement, on va avoir des optimisations de performance élevées, simplement avec une bonne qualification de produit. A contrario, la superstructure maçonnerie, on est sur des fiches qui sont globalement déjà performantes, que ce soit collectives, soit d'industriels. Donc, les gains, il y en a évidemment, mais peut-être pas par la FDES pour le coup, mais plus par la prise en compte de nouveaux matériaux, de nouveaux éléments plus décarbonés, en particulier sur les ciments ou les bétons. Concernant le logement collectif, là aussi, on a fait le choix de vous montrer un bâtiment très performant, puisque c'est un bâtiment qui est en tout électrique, avec des panneaux rayonnants et des chauffe-eau thermodynamiques individuels.
Donc, avec un gain de bio important, 34%, puisque là, donc ça veut dire qu'on a beaucoup de matériaux, pardon, plus que le traditionnel. Et donc, un impact carbone construction qui est censé être plus défavorable. Côté énergie, on est en tout électrique, donc il n'y a pas de sujet. On a des gains qui sont hyper importants. Donc, on respecte largement les seuils à la fois 2022 et 2025, puisque ceci évolue grandement en 2025. Par contre, côté IC Construction, on a un gain, oui, mais qui n'est pas non plus très important. C'est-à-dire qu'on respecte le seuil 2022, mais on ne respecte pas le seuil 2025. Donc, il y a des évolutions à venir là aussi. Concernant la répartition des lots, toujours les lots forfaitaires, moins impactants à l'échelle d'un bâtiment collectif, mais néanmoins impactants. Et on est un peu sur les mêmes réflexions. Donc, fondation infrastructure, là, en l'occurrence, c'est sur les bâtiments collectifs, ce lot est en général plus fort, puisque si je ne me trompe pas, sur ce bâtiment, on a du parking. Et concernant la superstructure maçonnerie, on est en banché, donc il n'y a pas de, on est en brique, pardon, il n'y a pas de sujet par rapport à ça, c'est des impacts qui sont importants. Concernant le CVC, on est dans le même esprit qu'en maison individuelle, c'est-à-dire que le lot est élevé, mais là encore, c'est plus par manque de données environnementales. Et on peut le voir ici, puisque le lot simplifié qui est là, donc pardon, j'ai oublié de le préciser, c'est le chauffe-eau thermo individuel. Donc là aussi, on a des gains qui peuvent naturellement évoluer liés à la prise en compte de nouveaux produits mieux valorisés. Concernant le superstructure maçonnerie, vous voyez qu'ici, c'est vraiment comment dire, la prise en compte du béton qui est très impactante. Donc là, vraiment, on a des évolutions à venir, je pense, sur ces produits-là pour avoir des gains qui seront plus ou moins importants, 10, 20, 30%, à voir en fonction des produits et de leur qualification. Donc, j'en ai parlé un peu tout au long de ces éléments d'explication, mais en gros, quels sont les points de vigilance actuels sur les fiches de données environnementales ou les fiches PEV liées au produit sur le Lovit, on voit bien qu'il y a des gains qui sont importants et qui ne sont pas liés au produit en lui-même, mais bien liés à la prise en compte d'une fiche technique mieux valorisée. Pareil sur les planchers, attention, certains éléments sont aujourd'hui très impactants, les euro isolants, tout ce qui est des produits issus des produits pétroliers, pardon, des impacts non négligeables. Les revêtements de sol aujourd'hui, la difficulté qu'on a, c'est que c'est difficile de qualifier un produit de manière claire. Donc, on a des impacts qui sont finalement assez importants au regard de leur pourcentage de matériaux sur un bâtiment. De la même façon, sur le menuiserie, les portes d'entrée sont étonnamment particulièrement impactantes. Toujours pareil, à l'échelle, ce n'est pas très, très fort, mais c'est des gains qui vont se faire naturellement avec le temps, sans modifier finalement quoi que ce soit, juste par la bonne prise en compte de fiches techniques et de valorisation d'impact carbone. Donc, comment atteindre les nouveaux objectifs, et en particulier ceux de 2025 dans un premier temps? Eh bien, vous l'avez compris, d'abord, la première chose qui va se passer, c'est clairement la bonne prise en compte de la valorisation des produits de nos industriels, qui aujourd'hui est encore assez faible. Alors, sur certains lots, ça va, mais sur d'autres, c'est vraiment très faible. D'autres choses, évidemment, les ciments bas carbone, on en parle beaucoup, c'est des choses qui ont quand même un impact non négligeable, et en particulier en collectif. Les matériaux biosourcés ont également une valorisation importante. Donc, une mixité de produits dans les structures pourrait également nous permettre d'atteindre des objectifs ambitieux de 2025. 2028, pour le moment, c'est peut-être encore un peu ambitieux, mais les objectifs de 2025, avec tout ce qu'on commence à avoir et les évolutions de produits et de matériaux, devraient être atteignables à la fois en maison individuelle et en collectif sans trop de difficultés. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle malgré tout. Dernier point, juste pour un rappel, j'en profite de votre présence pour en parler. Sur les contrôles de fin de chantier, attention, les contrôles de VMC sont obligatoires et rendront les projets non conformes. Pareil pour les bilans carbone, ils sont obligatoires à être faits suffisamment tôt pour rendre le projet conforme et seront contrôlés en fin de chantier. Le test de PERMA est toujours obligatoire, le DPE est toujours obligatoire. Tout ça va nous amener à une attestation de conformité globale, à la fois en maison et en bâtiment collectif.
Et dernier point, j'en finirai là-dessus sur la présentation, juste un petit point sur les labels, et en particulier le label Pinel+, qui est apparu il y a quelques semaines et mois. Et en particulier, outre la conception des projets qui est un peu différente de ce qui peut se faire dans le courant, il y a également une impact carbone 2025 à la fois sur les IC construction et sur les IC énergie, qui est obligatoire, donc qui engendre des évolutions de projets de base non négligeables. Donc ça fait partie des choses que l'on doit travailler ensemble pour voir le bon compromis si vous souhaitez atteindre ces objectifs. Donc en conclusion de tout ça, vous avez compris, en confort d'été, suivant la zone géographique sur laquelle vous positionnez, les impacts sont vraiment complètement différents. La mise en place de clim mécanique pour le confort de l'usager n'est pas une solution en tant que telle. C'est un argument de vente, mais attention à la contrainte que ça peut engendrer derrière. Concernant les impacts carbone, à la fois IC Énergie et IC Construction, sur les IC Énergie, c'est tellement lié à l'énergie que vous mettez en place que ça fait partie des réflexions à avoir. Et pour l'impact carbone construction, la bonne nouvelle, c'est que les objectifs de 2022 sont plutôt largement atteignables. La difficulté est plutôt liée à notre phasage administratif sur la récupération des informations techniques du bâtiment et des quantitatifs. Et pour 2025, eh bien, la lumière est au bout du tunnel puisqu'on devrait atteindre les objectifs assez facilement, je l'espère, soit en évoluant un petit peu nos matériaux, soit en ayant des données de nos amis industriels les plus précises possibles. J'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. J'espère avoir été clair et vous avoir apporté un éclairage intéressant sur ces éléments. Comme à notre habitude, je vous propose de nous poser des questions à la fois sur le chat. Je vais essayer d'y répondre désormais. Et sur l'adresse mail que vous voyez apparaître ici, savoir webinaire@energies.fr. Donc là, vous pouvez nous faire toutes vos demandes, toutes vos questions, si toutefois je n'ai pas répondu aujourd'hui. Et puis, si vous avez un petit rappel de toute l'équipe qui vous accompagne sur le terrain, donc voilà, en fonction de votre région, je vous invite à les solliciter. Je vous remercie grandement pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.